l'humidité rongeait, attaquait tout. Elle pénétrait aussi le corps, alourdissait l'âme. Un frisson de désir parcourait les airs. Un souffle de vie, comme celle du commencement, de la formation, de la terre. La brise déplacée sur la route asphaltée une poussière fine de particules d'eau. Un souffle d'euphorie ou d'ivresse aspiré à l'oubli, à la lassitude. Un désir fou d'abandonner tout, même son corps, s'éveiller, je ne sais, dans quel bas-fond de l'être. Dans cette lassitude passionnée, l'eau coulait furieuse de quelques dieux en colère. La pluie étouffait les bruits extérieurs. Elle s'arrêtait tout d'un coup. Dans la chambre, au rez-de-chaussée de ma nouvelle pension, quoique visiblement confortable, je ne pouvais pas encore m'habituer aux objets environnants. Les meubles avaient une expression bizarre, énigmatique, vivante. La commode trapue, sérieuse. La haute armoire, dure et moqueuse. La brave table ronde. Le miroir coquet. Tous me surveillaient avec une vigilance menaçante. Une odeur âcre et poivrée, originaire des Indes, flottait dans l'air. Un vieux cordonnier hindou, avec son turban rouge à demi nu, s'était abrité sous ma fenêtre, en une pose hiératique et résignée, en contemplant le déchaînement des éléments. Il était desséché, presque décharné, teinté d'olive, les yeux. la soirée. Tout cet après-midi, je m'acharnais sur mon phone. Un disque hindou, acheté au hasard, m'obsédait. Je le lis. Et je le rends. Sans interruption. Puis, installé dans le fauteuil,
Je regardais tomber la pluie. Ma colère donnait sur la mer. Soudain, on frappa ma porte. J'ouvris. Une femme mince, au visage pâle, au trait régulier, avec de grands yeux bien éclairés, une chevelure de paille, me dit: Je suis si énervée, ça me tape sur les nerfs. Pour l'amour du ciel, arrêtez ce disque. I am so sorry. Répliquai-je. Elle me remercia et s'en alla dans la chambre voisine. J'ai arrêté mon phono en pensant qu'elle devait être une étrangère encore mal adaptée à la musique hindoue, ou la détestant par préjugé. Je m'étendis sur mon lit en parcourant une revue illustrée locale. Salle à manger, 8 heures du soir. À 8 heures, je monte au 3e étage, dans la salle à manger. Le patron, un métis originaire de Goa, qui se disait portugais, me présenta à une demi-douzaine de personnes appartenant à des nationalités tous. La soupe était servie quand la porte claqua avec fracas. Lié, la nuit. En sortant pour ma promenade nocturne, et je vis Félicia poursuivant une conversation animée avec le cordonnier hindou qui se trouvait devant ma fenêtre. Une rue de Bombay, la nuit de pleine lune. Je suivis la rue qui débouche sur la jetée de promenade. Parmi une foule compacte de gens habillés de redingotes traînantes et coiffés d'énormes turbans multicolores. Les femmes habillées en saris aux couleurs chatoyantes qui semblaient flotter doucement à quelques pouces du sol. Ce brouillement de peuples, ce mélange hétéroclite de déclassés, d'étrangers et d'hindous aux mille faces, j'avais l'impression de me promener dans un bal costumé. La jetée, à Pleuvindel. De mon retour d'Appelevender, je vis Félicia, les mains jointes, les pupilles dilatées. Elle
regardait fixement dans une attitude religieuse le miroitement du clair de lune sur les vagues de la mer. La pâleur diaphane de son teint, le tremblement de ses lèvres décelait son émotion profonde. Perdue dans ses rêveries, elle n'accordait aucune attention à son enfant. Chambre d'hôtel, toujours la nuit. En revenant à la maison, il faisait une chaleur accablante. Je fis marcher le quinquet. Je m'étendis sur mon lit. Le bruit sec de la tour du vieux cordonnier m'empêchait de fermer l'œil. Deuxième jour, le corridor devant l'ascenseur, le soir. Le lendemain soir, elle était absente à notre table. En sortant de la salle à manger, je me dirigeais vers l'ascenseur. J'appuyais sur le bouton d'arrêt. L'appareil de scie glissa le long des tiges d'acier s'immobilisent. Je tirai la porte. À mon grand étonnement, Félicia se trouvait immobile dans la cabine comme une statue de marbre. Un parfum doux et provoquant s'exhalait de sa personne. Ce fut elle qui me parla la première, en français, avec un accent anglais. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Oui, mademoiselle, Voulez-vous me conduire jusqu'à Bruy? avec plaisir. Un changement s'était opéré en elle. Son attitude, l'expression de son visage s'était adoucie.
s'inclina cérémonieusement. Sahib Salam, permette-moi de m'arrêter le métier Sukiraki. Elle ouvrit son sac, glissa quelques sous dans la main du cordonnier. Il baisa la terre. Bagman Maria! Bagman Maria! Je déteste ce type. Il tousse tout le temps. Hier soir, je n'ai pas pu fermer les yeux. Je ne sais pas pourquoi il s'est installé devant ma fenêtre. Pauvre Bagman. Il est mon protégé. Parfois, je sens une immense pitié pour lui. Parfois, il me fait peur. Parfois, il me dégoûte. Malgré cela, il a un pouvoir extraordinaire sur moi. Quoiqu'il m'obéisse comme un chien. Il est sérieusement malade. Il faut que je l'envoie à l'hôpital. Demain, j'arrangerai cela. Le taxi nous déposa devant Hanging Garden. Nous suivîmes les allées au milieu d'une végétation luxuriante des tropiques. Nous traversâmes un jardin splendide qui dominait la mer, d'où on pouvait voir l'immense scintillement de la ville dormante. Nous marchions côte à côte. Sa robe me frôlait. Je sentais son parfum doux et léger. Elle s'appuya un moment contre la balustrade de ciment qui court le long du ravin en contemplant la tour de silence plongée dans l'obscurité. Il va bientôt pleuvoir. Il faut rentrer. Je ne peux obéir qu'à mon seul instinct. C'est plus fort que moi. Je crois que la lune préside à ma destinée. Je suis esclave de la lune. Elle m'inspire parfois. Je ne sais. Peut-être que dans des existences antérieures, j'ai commis des péchés graves. C'est terrible ce que je dois supporter. J'ai dû divorcer 2 fois en Europe pour revenir toujours aux Indes. Je ne peux plus vivre que dans cette atmosphère. Je ne sais si c'est la poésie ou la philosophie de ce pays qui me rattache aux Indes. Vous savez, la ligne de démarcation entre les 3 règnes de la nature, entre la vie et la mort, s'efface, disparaît. C'est le seul peuple au monde qui ait adapté la haute philosophie à ses mœurs et à ses coutumes. Un jour, à Bénarès, je me trouvais sur le bord du Gange. Alors, je me suis aperçue de la grandeur de la philosophie hindoue. Avec quelle indifférence. À un endroit, on célèbre le mariage. Dans un autre, on incinère les morts. Et les ascètes font leur ablution. Depuis des millénaires, l'âme hindoue reste la même. Malgré le modernisme, au fond, rien ne change. Rien dans ce pays ne doit être considéré à notre mesure ordinaire. Ce peuple possède par atavisme une grande richesse, une grande force. À ce moment, le taxi stoppa devant notre pension.
Elle me fixa un instant avec ses grands yeux larvis, sans paraître une fois. Allons chez vous. Je l'accompagnai dans ma chambre. Son air troublé, ses yeux suppliants et agrandis, ses gestes inquiétants, sa couleur blanche, mate et maladive, ses divagations m'attiraient invinciblement. Je tremblais de désir. Son attitude froide, même agressive du premier jour, sa soumission résignée des jours suivants, m'intriguait. Je mis quelques disques. J'ai un mauvais pressentiment. Il m'arrivera quelque malheur. En signe de sympathie, je m'assis au bord du lit à côté d'elle. En essayant de prendre ses mains, je brûlais de passion. Il retira ses mains, irrité. Par exemple, pour qui me prenez-vous? Vous vous trompez, mon ami. Vous me dégoûtez, vous m'entendez? Si je me suis confiée à vous, c'est parce que vous aviez un air sérieux, timide même. Parce que vous êtes un étranger de passage. J'ai tellement horreur des gens d'ici, qui se moquent de moi et me traitent de folle. Déconcerté, j'éprouvais une vague sensation d'humiliation. Rassurez-vous, je ne donnerai pas un cheveu de Bhagwan en échange de vous. Mon cœur débordait de haine contre ce vieux cordonnier en apprenant le piètre rôle que je jouais dans la comédie sentimentale de cette femme. Elle s'en alla en claquant de la porte. Je me déshabillai à la hâte. Ses paroles incohérentes, son attitude bizarre, son rire nerveux, presque méprisant, me causèrent un malaise indescriptible. Je décidai de ne plus lui adresser la parole. Je plongeai dans ma lecture, quoique ne parvenant pas à saisir le sens de ce que je lisais. Malgré mes efforts, l'image de Félicia obsédait en tout lieu ma pensée. Tout mon être aspirait à elle. Au souvenir de plus insignifiant de ses gestes, de ses mots, de ses sourires. Une esquisse douleur me poignait. Le lendemain, pendant le dîner, je tins parole. Je ne prêtais pas la moindre attention à elle. Félicia en fit de même. Elle semblait avoir oublié même ma présence.
après souper, en rentrant dans ma chambre, on frappa à ma porte. J'ouvris. Vis Félicia en robe de chambre batik et splendide, décorée de motifs chinois. Elle entra d'un air distrait. Sa blancheur transparente, son corps bien moulé, son parfum doux et pénétrant me troublèrent. Tu te rends compte de ce que je te disais l'autre soir? J'avais un mauvais pressentiment. Tu n'as pas appris l'horrible nouvelle? Que voulez-vous dire? Cet après-midi, on m'a téléphoné de l'hôpital. Bagman est mort. Pas possible! J'ignorais. Puis-je te demander un service? Allons tout de suite à l'hôpital, réclamer sa dépouille pour l'incinération. J'ai peur qu'on ne l'emmène à l'école de médecine pour la dissection. Voyons, soyez raisonnable. En ce moment, l'hôpital est fermé. Nous nous occuperons de cela demain matin. Il le faut! J'ai tellement peur. Je suis si désolée. Il avait confiance en moi. C'est un grand sacrilège. Tu comprends? Je suis si seule, si malheureuse. Je comptais sur toi. Bien. Approche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Il y a quelque chose que je n'ose avouer à personne. J'ai une si grande pitié pour les vies humbles, pour les gens simples, qui mènent une vie tout à fait inaperçue, comme des vagues sur l'océan sans limite. Ce pauvre diable de Bagvan, il est venu au monde et il en est parti sans laisser aucune trace ou essayer d'en laisser une. Dire que peu de temps auparavant, il parlait, remuait, pensait. À présent, il n'est plus. Sa mort a été aussi inutile que sa vie. Il y en a des milliers de pareils. Certainement, il croyait à son karma. Il supportait son destin avec résignation. Il était convaincu qu'après sa mort, il renaîtrait dans un corps nouveau, peut-être meilleur. Et moi, je suis entrée dans sa vie. J'avais remarqué, même la première fois que je lui ai donné mes chaussures pour les cirer, qu'il m'aimait, m'admirait, me désirait surtout. Il me désirait. Son spectre brûlant de passion m'apparaissait en rêve. Lui ou un autre. Ces hindous sont capables d'une concentration formidable. Ils ont ça dans le sang. En même temps, quelle tragédie muette. Ils n'osaient jamais en faire l'aveu. Son respect exagéré m'agaçait, m'exaspérait. Si j'ai apporté quelque aide dans sa vie, c'était un prétexte. Il n'avait pas besoin de mon aide. Les hindous savent attendre et mourir. C'est plutôt moi qui avais besoin de lui. C'est vrai, j'ai beaucoup d'admirateurs riches. Peut-être sont-ils encore plus bêtes, dépourvus de sentiments humains que Bagwan, seulement ils ont l'argent. C'est l'argent qui leur donne de l'audace, du prestige. Ils se permettent tout, ils se donnent des intelligents. Oh, que je les déteste! Je les ai toujours détestés du fond de mon cœur. C'est Franck Lavender.
اون یکی بسته است، اون دو تا طرفی بسته است. یعنی میدونی باید پاساژ یه دختری که دیگه میساج نه چه شرطی چه کنم ریز کوچولو لاغر یکم حالتش زشت پشت هیچ پرده‌ای نیست. من طرف چیزی که به نظر مثل رویا باشه حالا اینم گرفته میگه کی هستن؟ یکم طرفدارا عزیزی که ما واقعا افتخار آشناییشون شما شبیه بیشتر مهدی رمضانی هست. مهدی رمضانی مترجم توی بازی و مهدی و اینا چند تا بازی می‌کنه. خیلی آره اشکال قضیه برای همین من چیزی که به نظر رسید میخواستم یه سیکلون باشون این سیکلون موقعی دریا رو بندازید آبیا رو بندازیدش درش دو نفر بوده جلوش این هم فقط تو چیزی سیلویتی مثل دو تا چیزه درش واقعا میشد خاطره ولی حالا دو تیم میخواد یک کمی تماشاچی از صحنه فاصله داشته و این کارو میکنیم نقش نور میکنیم اما یه چیزی هست غیر از این نوع سالن به این نمایش نمیکنیم تماشاچی اینجوری باید باشه یعنی روی فلسفی روی بعد چون حالا شد بشم برعکس بعد خواستم این تماشاچی باید از کشش مطابق سنیشه شاید قشنگ‌تر نشه لیدش برای جالبه که حالا شاید اگه اونجا اجرا کردیم امتحان کنیم و دیگه خواهد من به نظر Le matin. Le lendemain matin, elle parlait devant ma fenêtre avec Bagban. Je lui fis un signe de salut. Elle s'approcha, me tendit négligemment une main gantée de or. N'avez-vous pas 10 roupies à me prêter? Je lui tendis mon porte-monnaie. Elle prit un billet de 5 roupies et le donna à Bagban. À ce soir. De Bombay, la nuit. En sortant ensemble, elle me proposa Si l'on faisait un bout de promenade jusqu'à Hanging Garden? Taxi!
taxi démarra. Une rue de Bombay, le retour. Elle ne s'était pas trompée. Une fois enfermée dans le taxi, un orage éclata. Elle se laissa aller au fond de la voiture. Nous étions devenus plus intimes. Elle était près de moi. Je frôlais presque son bras nu, me grisais de son parfum. Elle était plus assonneuse, plus docile. Une atmosphère favorable à l'intimité était créée. Dans la littérature hindoue, il y a un mythe qui représente la lune comme un vase plein de soma, la liqueur sacrée, qui diminue au fur et à mesure que les dieux s'en abreuvent pour être remplis à nouveau par le soleil. Mon caractère subit des changements suivant les différentes phases de la lune. Je me sens le jouet de quelque force étrangère attachée à moi, qui m'emmène comme le grand souffle de l'enfer. Je ne peux obéir qu'à mon seul instinct. C'est plus fort. Je crois que la lune préside à ma destinée. Je suis esclave de la lune. Elle m'inspire parfois. Je ne sais. Peut-être que dans des existences antérieures, j'ai commis des péchés graves. C'est terrible ce que je dois supporter. J'ai dû divorcer 2 fois en Europe pour revenir toujours aux Indes. Je ne peux plus vivre que dans cette atmosphère. Je ne sais si c'est la poésie ou la philosophie de ce pays qui me rattache aux Indes. Vous savez, la ligne de démarcation entre les 3 règnes de la nature, entre la vie et la mort, s'efface, disparaît. C'est le seul peuple au monde qui ait adapté la haute philosophie à ses mœurs et à ses coutumes. Un jour, à Bénarès, je me trouvais sur le bord du Gange. Alors, je me suis aperçue de la grandeur de la philosophie indienne. Avec quelle indifférence, à un endroit, on célèbre le mariage, dans un autre, on incinère les morts, et les ascètes font leur ablution. Depuis des millénaires, la main d'où reste la même. Malgré le modernisme, au fond, rien ne change. Rien dans ce pays ne doit être considéré à notre mesure ordinaire. Ce peuple possède par atavisme une grande richesse, une grande force. À ce moment, le taxi stoppa. Devant notre pension. Elle me fixa un instant avec ses grands yeux lapides, sans paraître me voir. Allons chez vous. Même agressif du premier jour, sa soumission résignée des jours suivants m'intriguait. Je mis quelques disques. Le lendemain, pendant le dîner, je tins parole. Je ne prêtais pas la moindre attention à elle.
Félicia en fit de même. Elle sembla avoir oublié même ma présence. Après souper, en rentrant dans ma chambre, on frappa à ma porte. J'ouvris, vis Félicia en robe de chambre de batik splendide, décorée de motifs chinois. Elle entra d'un air distrait. Sa blancheur transparente, son corps bien moulé, son parfum doux et pénétrant me troublèrent. Tu te rends compte de ce que je te disais l'autre soir? J'avais un mauvais pressentiment. Tu n'as pas appris l'horrible nouvelle. Que voulez-vous dire? Cet après-midi, on m'a téléphoné de l'hôpital. Bhagwan est mort. Pas possible! J'ignorais. Puis-je te demander un service? Allons tout de suite à l'hôpital réclamer sa dépouille pour l'incinération. J'ai peur qu'on ne l'emmène à l'école de médecine pour la dissection. Voyons, soyez raisonnable. En ce moment, l'hôpital est fermé. Nous nous occuperons de cela demain matin. Il le faut! Il le faut tout de suite! J'ai tellement peur. Je suis si désolée. Il avait confiance en moi. C'est un grand sacrilège. Tu comprends? Je suis si seule. Si malheureuse. Je comptais sur toi. Viens. Approche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Il y a quelque chose que je n'ose avouer à personne. J'ai une si grande pitié pour les vies humbles, pour les gens simples qui mènent une vie tout à fait inaperçue, comme des vagues sur l'océan sans limite. Ce pauvre diable de Bhagwan, il est venu au monde et il en est parti sans laisser aucune trace ou essayer d'en laisser une. Dire que peu de temps auparavant, il parlait, remuait, pensait. À présent, il n'est plus. Sa mort a été aussi inutile que sa vie. Il y en a des milliers de pareils. Certainement, il croyait à son karma. Il supportait son destin avec résignation. Il était convaincu qu'après sa mort, il renaîtrait dans un corps nouveau, peut-être meilleur. Et moi, je suis entrée dans sa vie. J'avais remarqué, même la première fois que je lui ai donné mes chaussures pour les cirer, qu'il m'aimait, m'admirait, me désirait surtout. Il me désirait. Son spectre brûlant de passion m'apparaissait en rêve. Lui, ou un autre. Ces hindous sont capables d'une concentration formidable. Ils ont ça dans le sang. En même temps, quelle tragédie muette. Ils n'osaient jamais en faire l'aveu. Son respect exagéré m'agaçait, m'exaspérait. Si j'ai apporté quelque aide dans sa vie, c'était un prétexte. Il n'avait pas besoin de mon aide. Les
plutôt moi qui aurais besoin de lui. C'est vrai, j'ai beaucoup d'admirateurs riches. Peut-être sont-ils encore plus bêtes, dépourvus de sentiments humains que Bhagavan, seulement ils ont l'argent. C'est l'argent qui leur donne de l'audace, du prestige. Ils se permettent tout, et se donnent un air intelligent. Oh, que je les déteste! Je les ai toujours détestés du fond de mon cœur. Ouais, c'est desséché, épuisé devant cette fenêtre, et il est mort. Il va être incinéré, et sa poussière sera emportée par le vent. Il souffrait pourtant. Il avait du désir, de la passion. Personne ne l'a su. Tout cela sera emporté par le vent. Est-ce que nous ne suivons pas le même destin? Son expression dure, ses manières hautaines étaient changées. Elle était devenue simple, presque naïve. Elle se blotissait contre moi avec une expression surnaturelle, mélangée de peur. Je sentais sa chair. Je pouvais compter les battements de son cœur. Un rythme sourd se mit à battre dans mes veines. Je me demandais à quoi elle voulait en venir. Pourquoi elle me témoignait tant de confiance? S'il te plaît, retire le rideau. Il faisait un shadow lourd, molle, moite, une température gluante qui collait à la peau. Je retirai le rideau en restant à ma place, hésitant. Viens près de moi. Murmura-t-elle. Lorsque j'entendis un bruit bizarre, le choc subit de cette bête inoffensive qui font leur tournée nocturne, entrait et farouchait et tournait autour de ma chambre. Félicia transit de froid, ce blottissait contre moi, criait spasmodiquement. Tu vois? C'est son âme! C'est l'âme de Bagdad qui vient me punir! Et viens! De me surprendre avec toi! Il faut que je te quitte à l'instant même! Je sentais mon sang se glacer. Une peur surnaturelle s'empara de moi. Elle fit un grand effort pour se relever sans me dire au revoir et elle est sortie, chancelante. Je ne savais plus que faire. J'avais une vague sensation de malaise. J'éteignis la lumière, m'étendis sur mon lit. Bientôt, je tombais dans un lourd sommeil.
mariée ce soir, c'était un petit peu mal maquillée. Espérons que la prochaine fois, elle viendra bien maquillée. Attends. Qu'elle s'habille. Voilà, comme... Elle est tenue. Voilà, c'est bon. Alors, Voilà. c'était très bien. Félicitations. Félicitations. Vraiment, Merci. vraiment bravo. Alors, racontez un peu, vous présentez depuis quand vous êtes sorti de l'Iran et qu'est-ce que vous faisiez en Iran comme métier, ici, pour qu'on C'est vous toute une connaisse. vie, non? Ça va pas durer. Oui. Alors, en Iran, moi, j'étais étudiant de théâtre. Votre nom, s'il vous plaît. Fariborz Daftari. Et j'étais étudiant à la fac, c'est-à-dire à l'université du Téhéran. Et puis j'étais comédien de théâtre, à côté je travaillais. Et puis ça fait 17 ans que je suis en France. J'ai continué mes études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Et puis j'ai commencé à travailler avec des différentes compagnies. Par exemple, plutôt c'était avec les compagnies qui travaillent avec les étrangers. J'ai préféré de rester toujours avec, c'est-à-dire avec les gens qui viennent des autres pays. D'accord, excusez-moi. Donc vous êtes en France? Depuis 83, c'est-à-dire ça fait 17 ans. Puis voilà, comme je viens de vous dire, après les études théâtrales, j'ai commencé à travailler avec les différentes compagnies. Entre autres avec la compagnie de théâtre Les Nuées, que le directeur du théâtre c'est Sadreddin Zahed. On a beaucoup travaillé, la première pièce qu'on a travaillée, c'était encore à notre œuvre de Edayat, Sadr Edayat. C'était 3 gouttes de sang, Serrat Jahoun, qu'on a joué. Et puis également, on a présenté une pièce de Tchekhov. Et puis voilà, نه الان وقتش نیست اصلا نه باید دکور رو عوض کنی نمیشه من برای گروه بعد خواهش میکنم مرسی اصلا Très bien. Voilà. D'accord. Alors, Comment je l'ai dit? oui, non, parce que l'histoire, c'était une histoire. C'est pas Edayat, j'ai lu au moment de travailler la pièce, La chouette aveugle, j'ai lu tout ce qu'on m'a dit de lire. Mais je ne connaissais pas du tout Edayat. Même quand je demande à des Français, des amis comédiens, ils n'ont jamais entendu parler d'Edayat. Donc c'était une découverte, j'aime bien ce qui rapproche un peu de Kafka, de Poe un petit peu, je trouve. J'aime assez. Voilà, justement. Vous le connaissez comment maintenant, cet écrivain? Oui, je le rapprocherais un peu littérature fantastique, poétique. Fantastico-poétique, je ne sais pas si ça se dit. On va dire que ça se dit. Et oui, mystérieux. Oui. D'accord. Et vous êtes peu de lui? Il travaille sur du long terme. Et là, je crois qu'il a été un petit peu frustré parce que moi, j'avais envie de participer à ce festival. Alors, on a fait court, on a fait 3 mois. Pour lui, c'est très court. Enfin, pour moi, c'est très bien. Mais lui, il trouve que c'est un peu juste. Donc, c'est pour ça que j'imagine qu'il aimerait retravailler la pièce et travailler sur plus longtemps. Mais 3 mois, moi, je trouve ça très bien. D'accord. Malheureusement, je suis obligée de vous laisser tranquille.